Bonsoir madame, bonsoir messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue à ce programme du soir tout au clair. C'est sur la télévision du Monde, lundi, mercredi, 21h, 23h. Nous analysons, décryptons avec vous et nos panélistes l'actualité. Et ce lundi, des sujets importants, les uns les autres vont retenir notre attention et nous allons pendant ces 120 minutes d'émission nous consacrer justement à ces problématiques-là. Et parmi les sujets au cœur de l'actualité de ce lundi, nous parlerons de l'affaire au port autonome de Douala et qui met au devant de la scène le patron de cette institution porte d'entrée du Cameroun, à savoir le port autonome de Douala, Cyrus Ngor, est sur le chapeau de roue. Davantage, il est mis au devant de la scène à travers ce qui est considéré aujourd'hui comme étant l'affaire du port autonome de Douala. Pourquoi cette gestion de cette infrastructure portuaire dérange-t-elle? Ce qui fait problème au port autonome de Douala, pourquoi Cyrus Ngor est la cible de toutes les attaques. La question ou les questions meublent davantage la problématique de cette émission de ce soir. Précisons qu'au-delà de cette question qui est sur la table du débat, nous pourrons également, si le temps le permet, revenir de façon succincte sur le sommet de la CEMAC qui vient de se tenir et qui s'est d'ailleurs tenu en visioconférence, enjeux et perspectives d'une relance économique après Covid. On le sait, plusieurs sujets ont été évoqués durant ces travaux qui ont été présidés par Paul Biya, le président du Cameroun, par ailleurs président à l'exercice de la CEMAC. C'était d'ailleurs un sommet extraordinaire qui s'est tenu en visioconférence. Mesdames, Messieurs, voilà ce qui va constituer cette émission de Tout au clair sur la télévision du Monde. C'est d'ailleurs une reprise pour votre humble serviteur qui vous revient après un petit break. Merci mesdames et messieurs d'être restés scotchés sur l'antenne de la télévision du Monde, notamment sur Tout au clair. Et surtout, vous le savez, la tradition de ce programme, c'est votre participation via le 6 96 14 03 12, 6 96 14 03 12. C'est l'un des codes d'accès à ce programme. Ou alors écrivez-nous directement à travers notre page Facebook LTM TV officielle et vous partagerez avec nous ces 120 minutes d'émission pour justement également donner votre point de vue. Une fois de plus, bonsoir, bienvenue dans quelques instants, la présentation de notre panel. Bon retour parmi nous, mesdames et messieurs. Merci également d'être des nôtres dans le cadre de ce programme Tout au clair sur la télévision du Monde. Ils seront donc des acteurs politiques à nous accompagner ce soir. Parmi eux, le représentant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC. Il est économiste. C'est d'ailleurs son plan quotidien. C'est sa formation, c'est son vécu. Lui, c'est Emmanuel Kounié qui nous a fait l'honneur de nous accompagner ce soir encore. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir, bonsoir M. Moutomé, bonsoir à tous mes copanélistes, bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs qui nous regardent certainement, et bonsoir surtout à nos prisonniers politiques qui nous regardent également et nous leur disons de tenir bon. Bonsoir surtout à ceux qui sont des otages parmi eux, qui ont été kidnappés et qui sont en prison depuis bientôt 1 an. Je leur dis de tenir bon et de comprendre qu'on ne démonte pas une dictature facilement et qu'ils font le bon combat. Merci à vous, Emmanuel Kounié. Je rappelle que vous êtes économiste, mais vous êtes par ailleurs militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC. D'autres acteurs politiques vont nous accompagner dans le cadre de cet échange, et notamment l'un des responsables les plus importants de cette formation politique, c'est le nouveau mouvement populaire. C'est d'ailleurs le président de cette formation politique qui vient de tenir son congrès, un congrès qui a également permis certainement le renouvellement des organes de cette formation politique de la majorité présidentielle, si vous le souhaitez. Lui, c'est M. Bondakani que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir. Ça faisait un moment qu'il n'était pas venu répondre à notre invitation. Bondakani, bonsoir. Bonsoir, mon cher Frédéric Moutomé. Je n'ai pas refusé. Non, je n'ai pas dit que vous refusez. Voilà. Vous n'avez pas, malheureusement, à raison de vos nombreuses contraintes, et on le sait, vous n'avez pas pu honorer à nos invitations. Mais j'ai tout fait pour que l'émission se passe bien. Toujours, je le sais. Voilà. Il y a des Donc, vaillants représentants du MRC qui nous accompagnent très souvent. Merci de m'avoir invité. Je salue Kounié du MRC et les autres copanélistes que tu vas présenter.
Je précise, je ne suis pas membre de la majorité présidentielle. Vous me donnez une importance que je n'ai pas. Ah d'accord. La majorité présidentielle est connue, sa composition est connue, je ne le suis pas. Donc, vous avez soutenu la candidature de Paul Biya à la c'est connu, élection présidentielle. c'est connu. Dans le cas de l'élection présidentielle, j'ai apporté mon soutien au chef de l'État. Ça ne fait pas de moi membre de la majorité présidentielle. C'est trop important pour moi. D'accord. Voilà. La précision est ainsi faite. Merci beaucoup, Bandakani, d'être avec nous ce soir. C'est un plaisir. Le RDPC également est d'un autre, Guy Stéphane Niasse, représente cette formation politique ce soir. Guy Stéphane, bonsoir. Bonsoir Frédéric, bonsoir aux copanélistes. Je suis à côté du président Bandakani. Je salue vos consultants, c'est un plaisir. Je salue les membres de la sous-section de New-Daïdo-B, notamment le candidat que je soutiens, Samaglès, qui sont tous coachés. J'espère qu'on va faire une bonne émission. Je salue l'ensemble des communicants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Merci à vous, Guy Stéphane Niasse, d'être avec nous. Il est également là. Abel Limbelobé, c'est notre consultant. Abel, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'être encore du rendez-vous. Merci également que vous soyez revenu de votre congé. C'est bien. Je pense que les téléspectateurs de notre émission en demandaient. Donc, un nouveau départ. Et c'est bien. Merci beaucoup à vous, Abel Limbelobé, d'être de notre également ce soir. On espère aussi être retrouvé très rapidement par le représentant du Social Democratic Front, Maître Achille Ledjo, qui devrait faire partie également de ce programme. Abel, nous aurons avec vous et notamment une actualité qui défraie la chronique depuis pratiquement 3 semaines maintenant. On en parle, on en reparle, on y revient toujours. L'affaire du port autonome de Douala. Pourquoi autant de remous autour de cette actualité-là? Je suis très préoccupé par ces remous, justement, parce que je suis un prestataire au port depuis 22 ans. Et j'ai connu la direction générale de M. Tchouta Moussa. Après Tchouta Moussa qui est décédé malheureusement, c'était l'époque où une facture mettait 8 mois pour qu'on la paye. Et il y avait une entreprise qui appartenait justement à M. Tchouta Moussa et les gens autour de lui qui s'appelait la SFID, qui gagnait quasiment les marchés du port et qui était financé le port pour exécuter les marchés. Des choses extraordinaires, mais qui n'ont pas fait de bruit. Après Tchouta Moussa, il y a eu Siam Siewe, tout le monde sait où il est. Et le port ne gagnait pas de l'argent. Après Siam Siewe, il y a eu Etundi 1. J'ai connu Etundi 1 où la gestion du port a commencé à être rationnelle, rationalisée. Et avec Etundi 1, les prestataires avaient commencé à respirer un peu. Parce que, comme vous savez, le port, comme d'autres grandes entreprises nationales camerounaises, sont des tracteurs économiques. Ça tire l'économie. Si le port se porte bien, comme une grande entreprise comme, je ne sais pas, Pechene, Alucam et bien d'autres, ça se ressent dans l'économie. Et tout dit on commençait à payer les factures autour de 60 jours. Puis Etundi 1 est parti, on a eu Dayas. J'ai connu Dayas qui a été poursuivi au TCS, condamné et qui a réussi à s'enfuir. Et le port ne gagnait pas d'argent. Après Dayas, il y a eu Etundi 2. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Le même Etundi est revenu. Il est revenu, mais il est décédé aussi. Voilà. Donc, ah oui, c'est vrai. Excusez-moi, oui, c'est vrai. Je n'aurais pas dû oublier d'ailleurs. Après Etundi 2, il y a eu Cyrus Ngor. Donc, je suis un grand témoin de
l'évolution du port depuis 22 ans. J'ai vu avec ce directeur général une entreprise qui a commencé à gagner de l'argent au mieux des intérêts du Cameroun. Une entreprise qui a commencé à moderniser son outil de travail. Et j'ai beaucoup apprécié l'opération de reprise en main du terminal à conteneurs, qui est un gisement d'argent. Et le port a commencé à sortir de l'erreur dans laquelle des entreprises comme Camtel sont tombées en prenant la téléphonie mobile pour la confier aux intérêts étrangers qui ramassent de l'argent dans des sacs. Parce que les grands prestataires de téléphonie mobile gagnent énormément d'argent qui n'a rien à voir, l'argent qu'ils gagnent, n'a rien à voir avec ce que le Cameroun gagne en termes d'impôts que ces acteurs le paient. port se porte nettement mieux qu'hier. Le port a connu une modernisation de son outil. Ça se voit dans la capacité que le port a acquise à décharger rapidement les navires ou à les charger rapidement, ce qui est extrêmement important dans la compétitivité de ce type d'entreprise. Je suis estomaqué de voir que une espèce d'ambiance se met en place dans le pays où je me demande si les gens ne sont pas arrivés à un stade où on instrumentalise l'outil judiciaire à des fins de règlement de comptes politiques pour obtenir la liquidation de certains acteurs qui peuvent déranger. Parce que je suis préoccupé par cette ambiance où des gens convaincus que avec la corruption, on peut tout faire au Cameroun. On peut gagner les procès. On peut faire perdre les procès. On peut vous faire arrêter. On peut vous faire mettre en prison le temps qu'on veut que vous restiez en prison. Parce que la corruption a gangréné tout le secteur. Mais en même temps, la justice est en train d'être un outil que les acteurs, les professionnels de l'intrigue manipulent, instrumentalisent. Parce que, vous voyez, on peut prendre Etonde Koto, on le détient 8 ans, et puis après 8 ans, on dit non, il n'a rien fait, on s'est trompé, mais on le remet à liberté comme si de rien n'était. Pourtant, on a bousillé ce qui avait intérêt, parce que l'État, le régime noble de l'État de droit, n'a pas intérêt à ce que la justice soit instrumentalisée par certains individus à des fins de règlement de compte. Donc, nous sommes ici dans un système, nous attendons de voir et de comprendre très bien qu'est-ce qui se passe au port. Pour que, au moment où quelqu'un qui essaye de ramener la clarté dans la conduite des affaires du port, qui essaye de fermer les passe-droits, qui essaye de ramener tout le monde à sa juste place, pour qu'il n'y ait pas d'acteurs au port qui sont au-dessus de toutes les règles, qui peuvent faire comme ils veulent. Par exemple, la question du terminal à conteneurs dont vous avez consacré d'ailleurs une émission ici pour ça, on s'est très bien rendu compte que ceux qui utilisaient le terminal à conteneurs ne donnent à conteneurs, eh bien, la Constitution dit que la justice est rendue au nom du peuple camerounais. Si c'est cela, il faut... Et les intérêts des acteurs étrangers, au point que la balance bascule
du côté des intérêts étrangers. Il faudrait donc que la justice sache qu'elle est rendue pour les intérêts du Cameroun. Merci beaucoup. Et lorsque les intérêts du Cameroun sont en jeu face à des intérêts étrangers, il est bon que la justice n'oublie pas qu'elle est rendue au nom du peuple camerounais. Emmanuel Kounié. Oui. Une présentation faite à Eline Belbek qui brosse un tout petit peu l'environnement du port autonome de Douala, qui est une institution plutôt florissante au regard des années. Le sentiment qu'il est question de fragiliser davantage cette institution qui semblait prendre l'envol et qui devenait davantage compétitive, non seulement dans la sous-région Afrique centrale, puisque c'est principalement la porte d'entrée dans l'Afrique centrale, mais aussi ou vis-à-vis des autres places portuaires africaines. Il faudrait que nous, qui sommes des politiques, nous apprenons dorénavant à être juste nous-mêmes. Ce qui se passe au port, c'est le mode opératoire du régime de M. Biya. C'est-à-dire quoi? Ça ne vient pas de commencer. Ça veut dire que on a l'habitude, ils ont l'habitude de se comporter. Cette justice-là n'a jamais été juste. Le comportement, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire. Je vais vous prendre un exemple. Vous parlez de M. Silingo. Oui, on voit qu'il a fait des choses intéressantes. Ça, personne ne peut le nier. Mais pour des raisons qui sont des raisons politiques, qui sont des raisons comment dirais-je, de survie de ce régime, on va aller chercher dans sa poubelle. À l'heure actuelle, il a 10 dossiers sur le dos. Il a 10 dossiers sur le dos. Et dans tous les cas, on trouvera des choses contre lui. Parce que même s'il a bien travaillé, il a fait des fautes. Il a fait de la surfacturation. Ça, c'est ce que les gens disent. Et quand on va vérifier tout cela, on va voir. Bon, maintenant, si vous voulez mettre cela sur la balance par rapport à la contribution qu'il a apportée, bien évidemment, on ne peut pas estimer qu'il n'a pas apporté une contribution. Mais il n'est pas le seul, monsieur. Monsieur Fondjindam nous a pris le chantier naval à zéro et est allé jusqu'à avoir 6 000 employés, parmi lesquels plus de 804. Pour des raisons que personne ne connaît. Il est appelé au TCS, ainsi de suite, il s'est retrouvé à Newbel. Il y a même un bateau américain qui est tombé, qui est venu se faire réparer ici. Donc c'était la performance, c'est-à-dire que c'était, comment dirais-je, c'était la perfection. Mais on a trouvé moyen, n'est-ce pas, d'organiser quelque chose contre lui, et il est en prison depuis je ne sais pas combien de temps. Monsieur, dans les années 92, quand il y a eu les élections présidentielles, les élections législatives, et que l'opposition a gagné, monsieur Sanda Omar était ministre des Postes, était en train de moderniser la Poste au vu et au su de tout le monde. On l'a débarqué, on a mis monsieur Dakolé, qui n'en savait rien, et il a fait tout ce qu'il a fait, tout le monde a vu. Donc, il faut prendre d'abord le référentiel dans lequel nous nous trouvons et le comprendre comme il est. Vous n'allez pas changer. Et puis, quand vous parlez de la justice, tous nos gars sont en prison. Arrêtés, point oui ou non. D'autres sont arrêtés chez eux. Ils sont en prison. Ils ont déjà fait plus de 50 tours au tribunal. Ils n'ont jamais été jugés. Ils n'ont même jamais été interrogés par un juge d'instruction. Et tout cela est fait en violation de toutes les lois, des codes de procédure pénale et tout ce que vous voulez. Mais alors, vous demandez à cette justice-là d'être juste aujourd'hui. Mais elle ne sera pas juste. Elle va faire ce qu'elle a l'habitude de faire. Et ceux qui ont l'habitude d'applaudir ça, je souhaite qu'ils continuent à applaudir. Parce qu'on ne peut pas admettre qu'un monsieur comme celui-là, qui est en train de faire le travail que nous voyons tous, subit ce qu'il est en train de vouloir subir. Je vous assure qu'il lui faut beaucoup de chance pour sortir d'église. Parce qu'on est en train de chercher dans sa poubelle. Et dans sa poubelle, on va trouver des choses et on va le débarquer. Parce qu'il y a des gros intérêts là-dessus. Je crois que le jeu, même moi, ce n'est pas moi de le dire, il y a des actions, peut-être géostratégiques qui se jouent entre Israël et la France. Et il est question de savoir qui contrôle, n'est-ce pas, le port qui est la porte d'entrée et de sortie du Cameroun, pour des raisons peut-être de stratégie ou de pouvoir. Donc, quand le problème se situe à ce niveau, les gens cherchent des moyens, n'est-ce pas, pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, et quand on le fait, on sacrifie des gens. Et quand vous êtes dans ce set, un acteur, qu'il soit bon, moyen ou mauvais. Je pense qu'il ne faut pas tout politiser. Quand j'écoute M. Kounié Emmanuel, c'est l'habitude que je vois. On a tendance au Cameroun à tout politiser. Moi, j'ai lu un communiqué que la cellule de communication du port a fait. Et dans ce communiqué, il est question que la plainte qui a été donnée contre Cyrus Ngor, c'est
une peine pour son obstination à faire incorporer dans le patrimoine du PAD les actifs immobiliers résiduels de l'ex-Office national des ports du Cameroun. En fait, c'est un cabinet, le cabinet Atou, qui a porté plainte au TCS en accusant le directeur du PAD d'un certain nombre de choses. Et à ce niveau, le TCS est saisi de l'affaire. Et quand on regarde la procédure judiciaire, nous sommes au niveau de l'instruction judiciaire. Et quand on est au niveau de l'instruction judiciaire, il y a une chose, la présomption d'innocence. Attention aux commentaires tendancieux, parce que quand on est sur les plateaux, on a souvent tendance à commenter les affaires qui sont en instruction judiciaire. Si on appliquait toutes les lois au Cameroun, je pense qu'à la fin, souvent des émissions télé, on aurait arrêté certaines personnes pour les emmener, pour les garder. Parce que nous n'avons pas le droit de commenter une affaire qui est pendante. Il y a un communiqué, et lorsque on lit ce communiqué, j'ai l'impression que le directeur du PAD semble beaucoup plus confiant. Maintenant, pourquoi il y a ce vacarme autour de cette affaire? Moi, j'ai une autre lecture. Vous avez, sur les réseaux sociaux, vous avez dans la place publique, les partisans, les néo-politiciens, qui sont en mal de succès politique, qui sont en mal de vie, qui se saisissent de toutes les affaires qui concernent la République et qui les retournent. Quand vous avez écouté le discours de M. Kounié, comme on a arrêté des gars du MSC qui sont des prisonniers politiques, ou bien comme la justice camerounaise n'a pas été équitable quand il s'agissait du MSC, il faut donc que cette justice ne soit pas équitable Vous maintenant. rien compris. Quand c'est Cyrus Ngo qui est arrêté, il faut qu'on l'enferme. Non, moi, il n'est pas encore arrêté. Oh, mais quand il parlait, il a tendance à Je n'ai pas dire dit que ça. quand vous parlez, Faites pas des supputations. vous avez tendance à dire qu'on va l'arrêter. Cette affaire est simple. Lorsque vous lisez ce communiqué, il y a une autre chose qui revient. Quand on lit sur les réseaux sociaux, que ce sont vos partisans, je ne vais pas donner le nom pour faire leur publicité, qui publient qu'on va arrêter Cyrus Ngo parce qu'il a surfacturé pour la sécurité du port 54 milliards. Dans ce communiqué, il explique. Apparemment, il voulait arrimer le port aux normes internationales. Parce que comme vous le savez, au niveau de la CEMAC, le port du Cameroun est la porte d'entrée du Tchad, en fait de 3 grands pays. Ils ont toute leur entrée passe par le port du Cameroun. Et le directeur du port voulait arrimer la sécurité du port aux normes internationales. Il a cité un certain nombre de choses qu'il voulait faire pour arrimer ce port. Et c'est ça qui coûtait ce budget qu'on dit là. Mais quand vous lisez sur les réseaux sociaux, vous avez l'impression qu'il voulait payer une agence de sécurité et ça coûtait 20 milliards. Ces gens sont, comme d'habitude, dans l'excès et passent leur temps à faire des commentaires tendancieux. La justice camerounaise fait son travail. Et il n'est pas exclu que M. Cyrus Ngo, d'ici demain ou après-demain, soit libéré. Parce que chaque fois qu'il allait au TCS... Ou le contraire. Chaque fois qu'il allait au TCS, je regardais sur les réseaux sociaux, vos partisans clamaient victoire, on va l'arrêter. C'est comme si vous avez besoin qu'on l'arrête. Pourquoi? Parce que vous êtes toujours en train de dénombrer ce que le régime peut faire mal. C'est votre façon d'exister. Et il y a une expression qu'on aime utiliser. On dit que le sorcier est quelqu'un qui se nourrit du sang. Le sorcier est quelqu'un qui, chaque fois qu'il y a un problème, chaque fois qu'il y a des difficultés chez son voisin, se réjouit et note. Et c'est l'impression qu'on a. Et vous aimez toujours livrer toutes les personnes à la vindicte populaire. Je ne vais pas citer les personnes qui ont fait les frais récemment de votre vindicte populaire sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, vous essayez de faire la même chose avec Cyrus Ngo. Sauf que vous êtes face à un mur parce qu'il a bien organisé sa ligne défensive. Et moi, je dis, quand on est en train de faire une affaire comme ça, vraiment évitons. Mais vous avez commenté là. Vous commentez je commentais le communiqué. Merci beaucoup. C'est une affaire de... Alors, nous avons également, on l'a annoncé sur ce plateau à l'entame de l'émission, le représentant du Social Democratic Front, il est avocat au barreau du Cameroun. Maître Achille Dio, c'est son nom. Maître, bonsoir une fois de plus. Merci de nous avoir retrouvés. Mais davantage, cette affaire aujourd'hui défraie la chronique. Et y a-t-il des réels soucis à se faire autour du port autonome de Douala au regard de ce qui a été mentionné même dans la presse et bien plus aujourd'hui avec le communiqué rendu officiel par la cellule de communication du port autonome de Douala? Bonsoir mon cher Moutomé, bonjour au panel, merci de nous avoir conviés à ces échanges que nous pensons pouvoir être cordiaux. Permettez que je fasse quelques observations aux précédents orateurs avant de pouvoir dire quoi que ce soit sur votre question. Déjà, je voudrais dire que c'est un plateau sérieux.
Et pour venir sur un plateau sérieux, il faut l'être. Il faut aller à la source de l'information. Alors, l'affaire Sirius Ngor ne déclenche pas par rapport à une plainte. C'est une dénonciation d'un certain Lazare Atou, déposée auprès du procureur général près le TCS. Une dénonciation n'est pas une plainte. De deux, vous parlez de commentaires tendancieux. Je vais vous dire que c'est un terrain glissant pour vous. Sous réserve de ce que vous êtes, l'article 169 de notre code pénal interdit tout commentaire d'une audience publique. L'article 169 n'interdit à personne, les alinéas 1 et 3, n'interdisent à personne de relater publiquement les faits d'une affaire qui a été rendue publique. Il faut qu'on se comprenne bien. Et pour le moment, personne, je voudrais dire, le précédent orateur qui parlait de commentaires tendancieux ne nous apporte pas la preuve que le tribunal a déjà été saisi. Il faut qu'on se comprenne bien. Parce que après l'information judiciaire, on peut, je vais dire, le juge peut donner, je vais dire, rendre une ordonnance de non-lieu. Il faut qu'on se comprenne. C'est après l'ordonnance d'inculpation que le tribunal effectivement est saisi. Et je dis que je parle sous la gouverne des autres juristes, avocats qui nous écoutent. 169 n'interdit pas que l'on relate publiquement les faits d'une affaire rendue publique. Merci beaucoup pour la précision, maître. Très bien. Maintenant, je voudrais dire que, étant un habitué de la zone portuaire, plus précisément du terminal, je vais dire, du DIT, terminal conteneur de Douala. De Douala, effectivement. Ça s'appelait Douala International Terminal. Effectivement, parce que j'ai l'habitude de faire quelques diligences à la capitainerie. Je vais vous dire que M. Sirius Ngor a fait un travail formidable. C'est un compatriote qu'il faut saluer. Parce que quand vous regardez le temps que ce compatriote a mis à la tête du port autonome de Douala, comparé au temps que le concessionnaire Bolloré a mis là-bas, vous comprenez que véritablement il était animé d'un souci de développer ce secteur-là. Sauf que, apparemment, pleine de suffisance l'aurait amené à commettre des impairs sur le plan financier. Et je vais vous expliquer pourquoi. Cette affaire est relative à un contrat, à un marché de gré à gré qui a été signé depuis 2018 par monsieur le secrétaire général, par monsieur le ministre d'État, secrétaire général à la présidente de la République, monsieur Ferdinand Ngongo. Alors, ce marché a pour objet la sécurisation du port autonome de Douala, de façon triviale comme ça. Et le marché est conclu, je crois, à 24,5 milliards de nos francs CFA au profit d'une société qu'on appelait Portsec SA, P-O-R-T-S-E-S S-A-S-E-C S-A, Portsec, 24,5 milliards. Alors, monsieur le directeur général du port autonome de Douala, je préfère parler au conditionnel, aurait donc exécuté, en exécution de ce marché, aurait ordonné un transfert de fonds dans le compte de cette entreprise qui est basée à, je crois, au Liechtenstein. Effectivement, un paradis fiscal. Et dans deux structures bancaires, il faut qu'on se comprenne,
2 structures bancaires différentes ici au Cameroun pour le même objet, le même montant. Donc il y a double, écoutons-nous bien, il y a double emploi. Vous dites, je dis n'importe quoi parce que je ne veux pas rentrer dans les faits, 1 milliard pour première avance. Vous faites cet ordre de virement par la société X. Ne faisons de publicité à personne. Deuxième structure bancaire, vous faites encore le même milliard pour le même objet, au même bénéficiaire. Alors, M. Lazare Atou a porté ces faits qu'il dit être des malversations financières auprès du procureur général près du TCS. La question que moi je me pose, comment lui est au courant de toutes ces transactions? Et dans le monde politico-judiciaire, il est tout simplement dit que c'est une bataille de loups. D'un côté, M. Cyril Ngor ne serait que la victime visible de cette bataille entre 2 pontes du régime Biya, à savoir d'un côté le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, qui serait la victime lointaine, voilà la personne que l'on voudra atteindre, et de l'autre côté, M. Lazare Atou, vous connaissez, c'est un huissier en attente de charge très puissant. Tous ceux d'ailleurs qui ont tenté de vouloir l'enlever la gestion du patrimoine de l'ex-régime persan, FECAM, l'ONCPB et j'en passe, comme tous ces gens-là ont été broyés. Quel est le sort de M. Essimi Migné? C'est par là. Actuellement, il y a 3 condamnations contre sa personne au Cameroun. Donc, je veux tout simplement par là démontrer que M. Sirius Ngor, malgré sa bonne foi à vouloir développer le port, est victime, comme le disait M. Kounye, est victime du système auquel il appartient. D'accord. Alors, Président Bandakani, on a des faits, des éléments qui ont été présentés durant ces premières prises de parole et aujourd'hui, est-ce que malheureusement Cyrus Ngor paie les frais de sa bonne gestion ou au-delà de tout, c'est un acteur au cœur d'un vaste réseau et ce réseau est en train de le lâcher? Peut-être. Ce sont des analyses qui ont été faites ici par des acteurs, soit de l'opposition, soit du parti au pouvoir. Premièrement, il faut rappeler que des éléments qui appartiennent au système judiciaire ne sont pas la justice dans son ensemble. On ne peut pas condamner tout un corps judiciaire parce qu'il y a des brebis galeuses, n'est-ce pas, qui veulent justement que les Camerounais n'aient plus confiance en leur justice. Donc ceux qui généralisent à tout le corps judiciaire les comportements délictueux, amoraux de certains éléments de la chaîne judiciaire sont responsables de leurs propos. Je crois à la justice de mon pays et je n'ai pas de pays. Deuxièmement, j'ai entendu ici et là, sauf si j'ai mal entendu, que M. Cyrus Ngor aurait commis des impairs, des fautes. Ben, il faut qu'on désigne ces fautes-là. Il faut qu'on dise quels sont les impairs qu'il a commis. Les éléments qui sont sur la table, publique actuellement, sont des faits. Tels que ces faits sont illustrés, démontrent qu'il n'a rien à se reprocher concernant ces faits-là. En attendant d'autres faits qu'on mettra sur la table, mais sur les faits concernés, le fameux marché spécial dont parle Maître Ledio, n'est-ce pas? Mais quand on lui reproche quoi? C'est quand même terrible d'accuser quelqu'un qui n'est qu'un exécutant d'ordre qu'il reçoit de sa hiérarchie. C'est un fonctionnaire. Un fonctionnaire a un devoir d'obéissance à sa hiérarchie. D'abord, c'est le principe, d'abord. Et sur la question, quand vous voyez toutes les procédures et toutes les étapes qu'il faut, n'est-ce pas, parcourir pour que le marché soit exécuté, mais bon Dieu, il faut le laisser monsieur tranquille, on parle de quoi? C'est une cabale secrète, c'est une cabale, doublée d'une lâcheté qui ne peut tromper que les naïfs, parce qu'on voit très bien que les gens ne veulent pas. Si on veut historier dans l'affaire, il faut commencer par arrêter M. Ngor. C'est pas lui qui est dans le marché. C'est Cyril Ngor.
celui à quel pouvoir de donner un marché de ce niveau n'en a pas. Même au niveau du port, les procédures d'attribution de marché sont très rigoureuses, du moins en apparence. Et il y a beaucoup d'intervenants dans la chaîne avant que le DG du port ne donne un marché. De quoi est-ce qu'on parle? Il a fait quoi? Il n'y a pas de vrai à faire. L'effort là qu'on a mis sur la place publique là, il n'a rien à se reprocher. Et si les gens sont sérieux, il faut commencer par arrêter le secrétaire général de la présidence du Cameroun. Si on explique que c'est un marché délictueux, il faut commencer par le secrétaire général de la présidence du Cameroun. Et quand on va finir avec lui, il faudra toucher le chef de l'État. Parce que vous faites semblant de ne pas voir que le port, c'est un domaine extrêmement sensible et particulier dont la gestion dépend entièrement de l'État. Les gens font semblant de ne pas voir ça. D'ailleurs, ce marché en question, on peut dire que c'est un marché militaire à la limite. Parce que qui pilote ça au port? Qui gère ça? C'est l'armée qui gère ça. C'est l'armée qui gère ça. Donc il y a des éléments de ce marché qui me démontrent que il faut laisser ce pauvre monsieur tranquille. Et si les gens sont sérieux, on sait qu'il faut attaquer. Mais quand on lance le secrétaire général de la présidence, je dis bien que si on suppose que le marché a des éléments il y a des fautes de procédure, il y a des détournements. Mais il faut toucher qu'il faut toucher. Dans le communiqué du PAD qui est sorti, on vous dit clairement que quand on parle de l'argent, mais les gens font semblant d'oublier que vous ne pouvez pas sortir l'argent dans ce pays n'importe comment. Mais la BA qui est là, non? C'est la BA qui assure la police des transactions financières. Quand il a beau décider que donner l'argent, faire sortir de l'argent pour aller alimenter un compte, c'est la BA qui estime que cet argent-là, il y a des vices de procédure, il y a des soupçons que cet argent serait d'une façon ou d'une autre, n'est-ce pas, irrégulier, la BA stoppe ça. En droit de la BA, au niveau des banques. Mais de quoi est-ce qu'on parle? Donc, il y a tout à dire que cette affaire-là, c'est un flou organisé, avec une dynamique de l'échange, d'assassinat médiatique d'un individu qui n'est qu'un joueur, qui n'est qu'un joueur d'une bataille qui est une bataille politique pour succéder au chef de l'État. Et par rapport à ça, on cherche des appuis extérieurs, on donne des gages à la France, en confiant, n'est-ce pas, en assurant à M. Bolloré la rétrocession de quelque chose qui estime lui appartenir. Et les éléments sont là. On peut convoquer ici une procédure judiciaire que M. Bolloré a engagée dans une prétendue chambre d'arbitrage à Paris, où ses amis, c'est un des arbitres qui l'a dit, ses amis, n'est-ce pas, ont condamné le port. À la suite de ça, M. Bolloré a décidé de saisir les comptes du port, autonome de Douala. Ça c'est récent, vous le savez. Le port c'est pourvu, n'est-ce pas, au niveau de la cour à Ouada, la cour là-bas à Ouada, qui a rappelé, n'est-ce pas, pour le cas d'espèce, le tribunal administratif de la ville de Douala, qui a donné un verdict favorable à M. Bolloré, que cette juridiction n'était pas compétente. Mais ça n'a pas empêché que ce tribunal se ponde encore, n'est-ce pas, en démarche judiciaire pour dire que nous sommes compétents. Et sur la question, pour une fois, il y a un silence de la France qui est terrible. Vous voyez, pour une fois, une cour nationale défie une cour internationale, entre guillemets, et on ne dit rien. Si ça n'a pas été Bolloré, personne ne serait en train de dormir dans ce pays. On vous aurait rappelé la supériorité des conventions internationales sur le droit national. Pourquoi sur la question-là, silence total, la France ne dit rien. Alors que le Rwanda, c'est la France. Le Rwanda, c'est la France. Ça, c'est autre chose. Deuxième élément que je voudrais soulever, c'est que on ne peut pas nous interdire, nous les hommes politiques, de parler d'un sujet parce que c'est un jugement, dit-on, alors que ceux qui gèrent cette affaire se sont arrangés à déverser tout dans les réseaux sociaux. Il y a là une discrimination qui n'a pas de sens. Pourquoi les réseaux sociaux ont toutes les informations confidentielles d'un État et nous, on nous interdit, nous, de parler de ça sur des plateaux de télévision? Au nom de quoi? Je veux que mon ami de l'EPC m'explique ça. Des documents confidentiels de l'État, Son problème, c'est le MS. en violation de toutes les procédures en la matière, sont livrés dans les mains. Par les militants du MSC, il faut préciser. S'il vous plaît, laissez M. Bandakani. Il a un problème avec le MS. S'il vous plaît, merci. M. Bandakani. Je ne sais pas comment ça arrive dans les mains de ces militants. Peut-être vous allez m'expliquer tout à l'heure, mon cher ami et frère. Je constate simplement que, en violation de toutes les règles de procédure en la matière, les documents classés top confidentiels de l'État sont livrés à des individus sans foi ni loi, dont la réputation est connue et qui s'en servent à leur guise.
en mettant en péril la sérénité nationale. Et même, tout à l'heure, Rimboulou a parlé d'une mauvaise ambiance. Il est simplement poli dans sa discours. Mais c'est une ambiance de déstabilisation en général. Donc, je vous rappelle qu'en 2018, il y a un Premier ministre qui s'appelle Jean Philémon, qui a tenu un conseil de cabinet avec pour ordre du jour, en partie, cette question-là. Et qui avait interpellé Madame la ministre Libom Minette sur la question, qui nous avait promis des mesures extraordinaires qui devaient être prises. Jusqu'à présent, il n'y a rien. On a l'impression que l'État organise lui-même la fouille des documents confidentiels. Parce que les barons du régime sont dans une guerre de succession politique. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, c'est une affaire éminemment politique. Elle est éminemment politique. Comme vous savez, d'abord, il faut qu'on parle de ça. Là. Allez-y. Mon cher... le dénonciateur, quelqu'un lui a dit tout à l'heure qu'il est très puissant. Je ne sais pas si c'est une performance d'avoir 3 condamnations contre soi. Je dis contre soi. Donc, il est très puissant. Je comprends ce que tu lui dis. Mais ce n'est pas une performance. Il est puissant pourquoi? Il est intouchable. Il est protégé par qui? Mais pas les barons connus de ce pays. Il y a un club de ministres à Yaoundé qui protège un type comme ça. Mais c'est cela qu'il s'agit. Voilà pourquoi il est prétendument puissant. Mais quel est ce monsieur qui est condamné 3 fois, mais qui en plus le dénonce? Quelqu'un qui est dépositaire, n'est-ce pas, d'une autorité, qui est dépositaire, n'est-ce pas, de l'autorité publique, pour gérer un patrimoine public dans les formes qui sont connues. Lui, il a confisqué le patrimoine de l'État du Cameroun depuis combien d'années? Mais à tout. Pourquoi on n'en parle pas? Ces gens qui sont si sérieux là, qui veulent sauver le patrimoine de l'État, qui cherchent l'argent, n'est-ce pas, qui disparaît et tout, pourquoi ne disent rien, M. Atou? Au nom de quoi M. Atou peut confisquer depuis des années le bien de l'État? Le patrimoine de l'OCPB, le régime FECAM, l'ONPC, ce sont des immeubles, des terrains immenses et tout. M. Atou confisque ça, pourquoi? Il est qui? Vendu même. Il est qui, M. Atou? Il faut qu'on en parle. Il est qui? Donc, les gens qui déclenchent l'action de l'État au niveau de la justice pour amener le directeur général de la régie à terminal à conteneur directement comme ça dans une procédure de lynchage, carrément médiatico-judiciaire, comment ils font pour ne pas voir que le dénonciateur est pratiquement quelqu'un qui a confisqué le patrimoine de l'État? À quel titre? Il n'a même pas de charge. Il n'a ni mandat ni qualité. Au nom de quoi M. Atou conserve tout ça? Mais pourquoi dans ce pays on fait semblant de ne pas voir ça? C'est quand même un scandale. Pourquoi on ne voit pas ça? C'est pour dire à mon ami mais c'est une affaire politique. Si c'est le droit, dites-moi comment dans ce pays, on n'est pas en train de voir que M. Atou a confisqué les biens de l'État du Cameroun. Dites-moi. Pourquoi fermer les yeux? Pourquoi le commissaire, tous ces gens qui ont déclenché la procédure contre Soudoun ne voient pas que M. Atou, malgré les rappels à l'ordre du chef de l'État, conserve un patrimoine de l'État qu'il pille à sa guise. Parce qu'il est protégé par les barons de Yaoundé, qui sont membres de votre parti. C'est cela qu'il s'agit. C'est en cela que c'est une affaire politique. Les patriotes camerounais, de tous bords, et c'est ce que je vois ressortir de ce plateau, y compris mon ami de DPC, ne peuvent pas accepter ça. Que pour une fois, ça fait que pour une fois, depuis que l'État s'est lancé dans les privatisations, c'est de cela qu'il s'agit, M. Bolloré a acquis le port dans les conditions que tout le monde sait, des conditions ultra mafieuses. Je dis bien ultra mafieuses. Vous vous souvenez de l'affaire Dupuis-Dobi, qu'il a opposé à M. Dupuis-Dobi. Donc, la Banque mondiale a dit donnez le marché à ce monsieur, il est compétent pour ça. La présidente a dit donnez le marché, mais M. Bolloré a réussi quand même à obtenir ce marché sans libérer aucun capital, mon cher ami, puisque vous savez qu'il y a une procédure engagée par un syndicat de port à Paris par rapport à ça. Comment il a obtenu le marché? Parce qu'il a corrompu des ministres à Yaoundé, qui veulent prendre le pouvoir et qui ont une dette envers lui, à tout prix qu'il lui avait garanti que M. Bolloré, ne vous inquiétez pas, on va reconduire la concession. Attendez, je vais chuter. Ça très rapidement, s'il vous plaît. Laissez-moi, je vais chuter, s'il vous plaît. Qui lui ont rassuré qu'on va, tu vas gagner l'affaire. La preuve, c'est que son directeur régional Afrique, à l'époque, avait dit, en 2019 décembre, que la concession est acquise. Il a fait un communiqué. Tout à fait. Tout à fait. Au point où M. Soudoun Gavé est obligé de dire que monsieur, aucune concession n'est acquise. Pourquoi pouvait le dire? Alors que manifestement, la concession est encore concrète. Mais combien? Parce que justement, et nous savons de quoi nous parlons. Des ministres à Yaoundé, c'est une clique de ministres, c'est une clique de barons
qui ont juré que le Cameroun n'aura pas de paix tant qu'ils ne sont pas au pouvoir. Et il faut démontrer à la France qu'ils ont les couilles, permettez-moi l'expression, qui sont forts, qui peuvent casser un type comme Selingo, qui peuvent abattre toute dynamique patriotique dans le pays. Il faut démontrer ça. Voilà pourquoi vous voyez, en violation de toutes les procédures, les règles de procédure, on porte atteinte, n'est-ce pas, à l'honneur d'un patriote qui n'a fait que son travail. Les patriotes camerounais ne peuvent pas laisser faire. D'accord. Tout à l'heure, il a convoqué le cas de Fondinda. Il a convoqué le cas de Fondinda et des autres. Oui, il a raison de le convoquer. C'est pratiquement le même réseau qui est à l'œuvre. Je dis pas à quelques détails près. C'est le même réseau. Si on vous explique les raisons qui ont amené Fondinda en prison et Meto, mais c'était la France. Et quand vous parlez de la France au Cameroun, c'est la même clique des ministres à quelques détails près. Sauf qu'à l'époque, l'opinion à travers les réseaux sociaux n'était pas aussi sensibilisée sur ces questions comme maintenant. Il n'y avait pas eu certaine dynamique panafricaniste dans le continent qui mettait, n'est-ce pas, sur la table ces questions géopolitiques. Et nos Fondinda et les autres ont payé malheureusement. Alors, Abel Limbi-Robert, aujourd'hui on a le sentiment que finalement l'affaire Bolloré n'est pas sortie de l'ordinaire et reste au cœur même peut-être de ce qui tourne sur la place portuaire de Douala. C'est parce que je connaissais la tournure que cette émission allait prendre que j'ai commencé par rappeler un principe qui est que la justice est rendue au nom du peuple camerounais. Et j'ai posé la question. Si les intérêts du peuple camerounais sont sur la balance avec des intérêts étrangers, est-ce que la justice sera dite au nom des intérêts étrangers ou bien elle sera dite au nom des intérêts du peuple camerounais? Évidemment, la question est éminemment politique, mais pour la première fois, les juges ne vont pas être en dehors de la politique. Parce qu'ils ne le sont pas dans d'autres pays. Lorsque les intérêts du pays s'affrontent avec des intérêts étrangers à l'intérieur du pays, la justice fait partie de ce qui doit protéger le pays. Il faut que nos juges le sachent. C'est pour ça que nous avons dit que lorsque la corruption gangrène un pays, tout le monde doit savoir que chacun peut payer le prix. Parce que vous ne savez plus à quel moment on peut amener les gens à sortir de leur mission fondamentale pour faire du n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai gardé à nos juges. Aux juges. Aux juges. D'accord. Un petit morceau. Un petit morceau. Et c'est dans Lévitique. C'est Moïse qui enseigne au peuple juif. C'est un homme de valeur. Dans Lévitique, chapitre 19, verset 15, il est dit, vous ne devez pas commettre d'injustice dans le jugement. Ah bien, très bien. Ne commettez pas d'injustice dans le jugement. Vous allez juger. L'injustice, ce sera tout ce qui est contre les intérêts du Cameroun. C'est ça qui sera injuste. Et Moïse dit, tu ne dois pas te montrer partial envers le petit. Et tu ne dois pas avoir de préférence pour la personne du grand. Le grand, c'est les Bolloré. C'est eux les grands. On leur donne une concession et la concession ne peut plus arriver à terme. On ne peut plus la reprendre. C'est terminé, on est coincé. Si vous ne me donnez pas ça, je vous montrerai que je suis un Français. C'est la même chose. Bientôt, quand on voudra reprendre le chemin de fer, on ne pourra pas. La bagarre a déjà commencé. Ça doit amener les gens à dire que les Kougnes et les Jo,
J'ai toujours dit que c'est des mauvais opposants. Mais aujourd'hui, ils ont dit des choses importantes que nous devons noter. Donc ils ont basculé. Non, ils sont bien aujourd'hui. D'accord. Ils sont bien parce que ils ont dit quelque chose d'essentiel. Cyrus appartient à un système, il le sait lui-même. Et c'est son système qui fonctionne comme ça. C'est un système qui mange ses propres enfants. Ce n'est pas aujourd'hui que nous dénonçons ça. C'est depuis très longtemps. Mais ce système, des gens se plaisent à le défendre. Tant que c'est bon, pendant quelque temps, c'est exactement ce que Kamto faisait. Quand c'était bon pour lui, il disait que le régime est bon. Il ne l'a jamais dit. C'est pour ça que je vous avais dit que souvent quand on fait des émissions comme ça, dès que je dis quelque chose, vous mettez la vidéo. On les a en stock. Voilà. Il a oublié que ce système peut se tourner demain contre lui. Donc vous voulez dire que monsieur Cyrus Ngor a oublié que le système... Non, pas Cyrus, je parlais là de Kamto et je reviens donc sur Cyrus. Oui. Tu vois alors, tu vois le genre de système auquel vous appartenez. Il n'est pas un système vertueux. Tu as beau être un bon technicien, tu crois que c'est ton devoir de défendre les intérêts de ton pays. Tu prends le terminal à conteneurs et Dieu seul sait que tout le monde a salué la reprise du terminal à conteneurs, évidemment. Sauf ceux qui sont dans la mafia. Et les résultats obtenus sur le plan financier, Kougne le disait, il n'y a pas de match entre ce que Bolloré prétendait faire gagner au Cameroun et ce que Cyrus fait, sauf que on est dans un système où, et je l'ai dit, les corrupteurs sont convaincus qu'ils peuvent tout faire. Et ils réussissent à tout faire. Pour le moment, le sort de Cyrus est entre les mains des juges. Ah, le technicien disait qu'on n'est pas encore là, c'est le procureur et oui, tout ça. Et Badakani a apporté la nuance en disant que tout le monde qui est dans la chaîne judiciaire, en fait, n'appartient parce que le procureur, il appartient au ministère public, non? Mais c'est ça qu'il faut. Et le ministère public, c'est l'exécutif. Vous comprenez? Et nous avons dit tout à l'heure que, attention, n'utilisons pas le pouvoir judiciaire pour régler des problèmes politiques, des comptes politiques. C'est pour ça que nous mettons en garde les juges en leur disant, Moïse vous dit, nous ne devons pas commettre d'injustice dans le jugement. Parce qu'il y aura un jugement. Vous serez appelés à juger. Pensez à juger au nom du peuple camerounais. Et le peuple camerounais ne peut pas accepter que M. Atou, et le président Badakani a eu raison d'évoquer ça, quand le Joe rappelle que tous ceux qui ont essayé de toucher aux intérêts de M. Atou l'ont payé. Mais on est obligé de nous poser la question de savoir quelle est cette puissance. Quelles sont même ces liquidations qui ne se terminent pas? J'ai entendu Maître Pensi parler l'autre jour de M. Atou comme liquidateur éternel. Ça fait combien d'années la liquidation de l'Office national des ports du Cameroun? Les immeubles de l'Office sont à Bépanda, à côté du stade Omnisport. En vertu de quoi ces immeubles ne sont pas dans le patrimoine du port autonome? Et la bataille avec M. Atou, justement, c'est parce que M. Cyrus Ngor s'en va regarder dans ce passif-là et veut que la liquidation, en fait, qui n'a plus de raison d'exister, ce qui n'a pas été vendu, qui appartenait au port, à l'Office national des ports du Cameroun, soit reversé au port autonome de Douala. Le port ne peut pas loger son personnel
dans les immeubles qui avaient été construits par l'Office national des ports du Cameroun. C'est M. Atou qui a ces immeubles. C'est lui qui les gère. C'est lui qui décide de qui habite dedans, de qui n'habite pas dedans, de qui paye un loyer. Personne ne sait à qui ceux qui habitent dans ces immeubles-là payent un loyer. Est-ce que si nous jetons un regard sur cette espèce de toute-puissance de M. Atou, ce ne serait pas légitime au moment où nous consacrons nos efforts, tous ici sur le plateau, visent à consacrer l'état de droit. L'état de droit. Est-ce que vous pouvez faire la liquidation de la Régie nationale des chemins de fer toute la vie? Ça ne se termine pas. On ne clôt pas la liquidation, on dit que c'est terminé maintenant. La liquidation a déjà duré plus de 20 ans. L'UNCPB, on liquide l'UNCPB toute la vie. Toute la vie, on ne finit pas. La liquidation ne finit pas. C'est ça la question. La liquidation, là, ça ne finit pas. Ça ne peut pas finir. Pour que, comme le Dieu disait, et ce qu'il a dit est juste, c'est connu, hein? Il y a eu des précédents où le cabinet Atou s'est illustré par sa capacité de nuisance. À l'endroit, ce que Bandakani a rappelé, il y a eu des injonctions du chef de l'État qu'on a piétiné, comme on est en train de piétiner le don que le chef de l'État a fait à la communauté des Belles. 1570 hectares. Le chef de l'État donne ça aux Belles et les gens entrent en action. Ils sont en train de découper ça. Ils veulent sortir les titres fonciers en des noms à qui le chef de l'État n'a jamais rien donné. Monsieur Benemi, c'est pas le sujet. C'est la même chose. C'est-à-dire l'État mafieux ou une catégorie d'individus, c'est ce que Ledjo a dit, c'est ce que Kouye a dit, c'est ce que Bandakani a évoqué, s'est approprié la puissance publique et utilise ça comme ils veulent. Au risque que si tu essayes de lever la tête, on utilise l'action judiciaire pour régler les problèmes politiques. Alors au-delà du règlement peut-être des comptes, et le sieur Bandakani l'a peut-être évoqué tout à l'heure, est-ce qu'on peut parler aussi de déstabilisation? Les uns les autres l'ont reconnu. Cyrus Ngor, de par son action au sein de la place porteuse de Douala, est considéré comme un patriote parce qu'il a impulsé une nouvelle dynamique dans cette structure. Aujourd'hui, cette dynamique semble également être, ou alors prendre un véritable coup à raison de cette action, même si dans le communiqué, on lit en filigrane que Cyrus Ngor et l'ensemble de ses équipes sont suffisamment confiants au regard des éléments qu'ils ont pour leur défense. J'ai l'habitude de voir que quand les gens sont devant la justice, dans un cadre aussi compliqué que celui-ci, ils se donnent un peu de souffle, en donnant l'impression de croire à quelque chose. Mais il faut bien croire à quelque chose. Oui, enfin, croire à quelque... Non, la justice, je vous ai dit que notre justice n'est pas juste. Nous sommes des victimes de la justice injuste. Le MRC est victime de cette justice. Pour nous, ce genre de situation, dans le référentiel actuel, est une situation normale. C'est comme ça que cette justice se comporte depuis et c'est comme ça qu'elle se comporte. Nous, on n'est pas surpris. Mais je voudrais vous dire que il faut qu'on fasse très attention. Parce qu'il y a là une question de référentiel. Vous savez, nous avons atteint le point d'achèvement de l'initiative PPTE en 2006. Et on a eu la possibilité de gérer notre économie. En 2016, nous sommes retombés dans les mains du Fonds monétaire international. Les gens ont parlé des privatisations. La privatisation, c'est-à-dire que quand le FMI arrive chez vous, c'est un huissier préventif, ce n'est pas une banque, de développement. Donc il saisit, il vend la privatisation, on dit que les gens ont bradé, les gens n'ont rien bradé. C'est le mode opératoire du Fonds monétaire international. Et il y a un ancien président de la Banque mondiale qui s'appelait Robert Manamara des années 75, qui disait que quand vous voulez conquérir un pays, vous pouvez le conquérir par la guerre, comme Hitler l'a fait, ou par la dette. Quand vous êtes endetté, et le Fonds monétaire international vient vous donner de l'argent, d'ailleurs, on va arriver peut-être sur ce sujet tout à l'heure, le sommet de la CEMAC qui vient d'avoir lieu. La 11e résolution est claire. On nous demande d'insister, de mobiliser de manière accrue les recettes hors pétrole. C'est-à-dire qu'il faut augmenter les impôts. Ça, ils nous demandent, on les intime l'ordre. On nous demande
de réduire les dépenses publiques. On nous demande de régler la dette publique. C'est-à-dire qu'ils nous donnent des injonctions sur un certain nombre de choses que nous devons faire. Et ce qui va se passer, c'est que d'ici 2022, avec l'argent qu'ils nous ont donné dans le cadre, qu'ils nous ont fait avoir dans le cadre de Covid-19, puisqu'ils nous ont différé, n'est-ce pas, une partie de remboursement de notre dette, nous allons surcharger le service de la dette du budget 2022 et nous allons être entre les mains du Fonds monétaire international. Bolloré est sûr qu'en 2022, nous ne pourrons pas être capables de nous engager. Donc il reprendra le contrôle du terminal. C'est de ça qu'il s'agit. Donc tous ces gens qui parlent du nationalisme et tout ça, vous ne pouvez pas parler du nationalisme dans ce contexte. Je dis que pour conquérir un pays, Robert Manamaran l'a dit, ça se fait par la guerre ou par la dette. Et d'ailleurs, au sommet de Paris, où les grands se sont réunis, ils ont décidé après Covid-19 de tirer les DTS, de droits de tirage spéciaux, pour $2000 pour les États-Unis d'Amérique, pour $750 000 pour l'Union européenne. Et la France et l'Allemagne ont demandé au Fonds international de récupérer 650 milliards de DTS pour endetter l'Afrique. Et ici, là, vous avez vu dans une résolution, les chefs d'État de la CEMAC se sont félicités de ce qu'on puisse, n'est-ce pas, leur apporter ce concours. Il s'agit d'endetter l'Afrique parce que les Occidentaux veulent aujourd'hui relocaliser les entreprises qu'ils ont envoyées en Asie pour pouvoir produire, et ils veulent donner le pouvoir d'achat en Afrique parce qu'ils vont, même si nous pensons qu'ils vont investir dans la production, nous ne serons pas compétitifs. Nous ne serons pas compétitifs et ils vont nous endetter et l'Afrique va devenir un terroir, n'est-ce pas, de consommation. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis ça va leur permettre de mettre la main sur tout ce qui est, toutes nos sociétés de souveraineté. D'ailleurs, ils ont déjà recensé les entreprises d'État au Cameroun. Vous savez, il y a eu ce travail-là qui a été fait. C'est sous l'instigation du Fonds international. Ils veulent voir tout ce que nous avons encore qui reste dans le portefeuille de l'État. Et ils sont comme des vautours. La cible comme des vautours aujourd'hui, c'est le port autonome de Douala. Le port autonome de Douala et bien d'autres. Tout ça, la SNEC, ils arrivent. Je dis qu'en 2022, le service de la dette, aujourd'hui, le service de la dette, quand on regarde, c'est près de 1000 milliards sur un budget de 4500 milliards. Si vous prenez le budget 2021. Mais là-dedans, il y a quand même la dette intérieure. Maintenant, ils ont laissé 230 milliards. Ils nous ont dit, ne nous remboursez pas 230 milliards, nous différons dans 3 ans. Donc dans 3 ans, ils vont porter les 230 milliards, ils vont poser sur le service de la dette, ça va l'alourdir et ça va nous allons rembourser difficilement. C'est pour ça qu'ils nous demandent de commencer à faire en sorte que les recettes au pétrole augmentent. D'ailleurs, il y a des gens qui disent que en 2022, il y aura même des impôts sur les personnes physiques. Nous risquons d'avoir des impôts sur les personnes parce qu'ils veulent mobiliser au maximum. Et quand ils vont nous mettre dans les taux, nous n'aurons plus rien à dire. Le Fonds monétaire international. Et quand le Fonds monétaire international intègre votre pays, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que vous avez été incapable de gérer votre ministère des Finances et vous avez été incapable de gérer votre banque centrale. C'est ce que ça veut dire. Et eux, ils viennent, ils ont leur mot à dire là-dessus. Et puisque vous êtes endettés, eux, c'est-à-dire que ce n'est pas envers eux que vous êtes endettés. Il y a un collectif qui vous demande de l'argent. Mais ils peuvent leur dire, on vous paye votre argent et nous, on s'occupe du recouvrement. C'est ça le rôle du Fonds monétaire. Et si pendant qu'ils cherchent à recouvrer, vous avez des difficultés, ils vous mettent sous perfusion, ils vous donnent un peu d'argent pour vous permettre de continuer à respirer, mais pourvu que vous soyez capable de rembourser. Ils ne viennent pas chercher à savoir si vous vivez bien, si vos affaires marchent, ou si vous voulez vous développer. Il s'agit de soustraire l'argent pour pouvoir payer les dettes. Ils sont là pour le recouvrement. C'est un huissier qui arrive. Donc, M. Cyril Ngor, le travail qu'il a commencé à faire les embête. Ça les embête énormément. Et puis, ils ont l'impression que ceux qui parlent du patriotisme n'ont pas compris le sujet. Et puis les Cyril Ngor sont les gens qui viennent embrouiller un système qui est en plein fonctionnement. Donc, très rapidement, il dit au chef de l'État, écoutez, c'est quoi cette histoire? Est-ce que vous pensez que c'est comme ça que ça doit se passer? Et comme le pays est conquis, je vous ai dit qu'on peut conquérir un pays par la guerre ou par la dette, le pays étant conquis, on est obligé de se soumettre, n'est-ce pas, à leur volonté. Voilà le fond de l'affaire. Maintenant, on va développer des procès, on va développer tout ce qu'on veut, mais l'objectif, c'est de faire en sorte que le Fonds monétaire international puisse tout contrôler, puisse saisir ce qu'il peut saisir et vendre nos enchères, puisse obtenir ce qu'il peut avoir pour pouvoir, n'est-ce pas, honorer les engagements que nous avons pris ou qu'on nous a imposés auprès des bailleurs de fonds. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, comprenez que M. Cyril Ngor ne peut pas rester là-bas dans les conditions-ci. Parce que la dette continue, on continue à nous endetter et il faudrait que l'agent de recouvrement qui est arrivé
D'ailleurs, il n'est pas seulement un huissier, il est un agent de recouvrement, mais aussi un conseiller en insolvabilité. Donc, si vous voulez arrêter de fonctionner, ils vous donnent. C'est pour ça qu'ils ont mis 375 milliards, pour nous permettre de renflouer, n'est-ce pas, nos devises pour les importations. Donc, quand nous n'avons pas d'argent dans nos devises, ils nous ajoutent un peu d'argent pour nous permettre de continuer à importer, que les gens puissent manger un peu et qu'ils puissent travailler pour qu'ils puissent récolter ce qu'ils sont venus faire. Alors, voilà le fond de l'affaire. Maintenant, tout ce que vous avez développé autour, comprenez que nous sommes pris dans les taux de la dette. Un taux de la dette, président Bandakani, je souhaiterais bien faire le tour initial pour arriver à vous, si vous le souhaitez bien. Ouais, alors, on est donc dans cette situation d'imbroglio aujourd'hui. Le port à tout prix, ou alors Bolloré qu'il faut ramener. Bon, moi je reste confiant. À ce niveau de l'affaire, nous sommes encore... Il y a la présomption d'innocence qui est. Déjà que l'affaire n'a même pas encore été instruite au niveau du tribunal. Ce sont les enquêtes préliminaires. Et quand j'ai lu le communiqué, M. Cyrus Ngor est confiant. Et la semaine dernière, il était au tribunal avec tous les membres de son directoire. Ils sont allés assister au tribunal ensemble. Et aux interrogatoires. Oui, ensemble. Les gens qui n'ont même pas été appelés sont venus l'appuyer. Et j'ai même appris que... Mais sauf que lorsqu'on vous interroge au tribunal criminel spécial, vous êtes seul devant les enquêteurs ou seul devant les officiers de police judiciaire. Nous venons souvent à 50 là-bas. Mais il y a une seule personne qui est entendue. Non, mais apparemment, on a entendu d'autres personnes qui Non, pour l'instant, on a entendu M. Cyrus Ngor.